Bonjour et bienvenue dans cette session sur le chatbot, une opportunité pour une santé durable. Merci beaucoup d'être là, à l'heure où vos estomacs doivent commencer à gargouiller. Cette session vous est proposée par le Lab e-santé, donc sans plus tarder, je vais vous présenter le Lab e-santé. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un groupe de réflexion multidisciplinaire qui représente vraiment l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la santé à travers différents collèges. Donc d'une part les professionnels de santé, bien sûr, mais aussi les patients, les industriels et les agences, entre autres. Avec des expertises dans tous les domaines de la santé numérique, donc la blockchain, l'intelligence artificielle, la M-santé, la e-santé. Et puis donc vous avez aujourd'hui devant vous deux des représentants du lab. Donc pour ma part, je suis Joséphine Arrigui, j'ai 20 ans d'expérience dans le marketing et la communication au service de grands groupes. Et en février 2019, je soutiens une thèse professionnelle à l'ESCP Europe sur la persuasion et les chatbots de santé. Et depuis, je conduis des missions de conseil auprès d'entreprises de la santé et du bien-être. Bonjour à tous, je suis Nathalie Laït, donc éleveuse de chatbot santé. Et donc plus sérieusement, initialement je suis pharmacien et donc j'ai un parcours dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait du marketing, du digital et donc depuis 1 an et demi, j'ai fondé une société qui s'appelle The Pharm & Co, où on conçoit des chatbots au service de la santé. Et donc si nous sommes là aujourd'hui toutes les deux, c'est pour vous présenter la dernière production du Lab e-santé qu'on a co-rédigé. Donc il s'agit d'un livre blanc sur les chatbots santé, où on a choisi de répondre à la thématique « Le futur de la santé sera-t-il conversationnel ?» Donc vous avez des livrets imprimés à disposition en sortant. Il sera aussi disponible donc, au téléchargement. Vous aurez un peu de teasing. Le lien sera disponible en fin de présentation. Et donc, dans ce livre blanc, on a abordé 2 axes. Le premier, c'est un mapping pour s'y retrouver sur tous les chatbots santé qui existent. On a essayé donc, de les catégoriser et de les présenter. Et la deuxième partie, c'est une partie originale dans ce qu'elle comporte, puisqu'on a établi des recommandations pratiques pour comment construire un chatbot santé, comment s'y prendre à travers ce sujet nouveau dans le digital santé. Donc pour commencer, on va poser le sujet. Qu'est-ce qu'un chatbot ? Alors c'est un terme anglo-saxon qui est la contraction de chat, discuter, et bot, robot. Mais c'est surtout un outil informatique qui est programmé pour exécuter une tâche. Alors vous avez peut-être eu affaire à Siri dans vos téléphones Apple, ou parfois par exemple à un chatbot pour réserver vos billets de train sur Oui SNCF. La particularité de ce type de programme, c'est leur capacité à interagir en simulant une conversation. Donc ça c'est vraiment la chose qui les distingue. Et puis ce qui est... Parfois, ce qui peut prêter à confusion, c'est qu'on y associe bien volontiers l'intelligence artificielle. En réalité, les chatbots sont parfois dopés à l'intelligence artificielle, mais ça n'est pas toujours le cas et on y reviendra. Alors, en termes historiques, c'est vraiment intéressant parce que figurez-vous que le tout premier chatbot de l'histoire est né dans le champ de la santé. Il s'appelait ELISA, il est né en 1966 au MIT. Et c'est le professeur Joseph Weizenbaum qu'on voit là devant sa machine à l'œuvre. Alors de quoi il s'agissait ? Il s'agissait d'un programme informatique qui en fait simulait une psychothérapie dans laquelle finalement les propos du patient étaient reformulés sous forme de questions et simulait comme ça cette conversation entre un thérapeute et son patient. Alors c'est un programme qui a, contre toute attente, eu beaucoup de succès et qui a même généré une certaine dépendance chez certains. En réalité, entre 1966 et les années 2010, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'histoire des chatbots, donc on va faire un bond dans l'histoire. Et on va arriver effectivement dans les années 2010 avec Apple et l'arrivée de Siri, comme je vous le disais, qui a bien révolutionné les choses. Mais c'est surtout à partir de 2016 que les agents conversationnels, qui est effectivement l'autre façon de définir les chatbots, les agents conversationnels se sont développés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir de 2016, on a vraiment ce que j'appellerais un triple alignement des planètes. D'une part, la technologie est là.
la technologie du conversationnel, le deep learning, le machine learning et bien entendu le big data. Ensuite, les clients sont là, puisque le développement de services de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger a énormément de succès et beaucoup de jeunes aujourd'hui interagissent quasi exclusivement à l'aide de ces messageries. Et puis troisièmement, les marques sont là aussi et répondent. Pourquoi ? Parce que l'agent conversationnel est on va dire une nouvelle forme de prise de parole pour les marques et qui génère plus d'engagement parce que le chatbot est plus personnalisé et plus contextualisé. Et donc c'est ce qui fait que toutes les marques s'y sont intéressées et la santé ne fait pas exception, même si elle est arrivée un petit peu plus tard, on va dire, sur ce secteur. Donc un chatbot, ce sera durable parce que ça doit s'adapter aux usages. Les usages, c'est la pratique, en fait, c'est comment se comportent les gens. Donc on a déjà essayé de faire un mapping en fait, de ce qui existe. Les chatbots existants, on a essayé de faire le tri, de les segmenter, et on se rend compte qu'on a en fait deux grandes catégories déjà de chatbots qui existent, ceux destinés aux patients et ceux destinés aux professionnels de santé. Donc bien sûr, c'est des chatbots tous très récents, qui ont commencé à exister à partir de 2016 environ. Et donc les usages qu'on a pu identifier, c'est de la catégorie qui est tout à fait, une proposition qui est tout à fait suggestive. Ils peuvent être de plusieurs types. La première, c'est par rapport à la durée de l'accompagnement. On peut avoir des chatbots qui agissent très court terme, d'autres qui agissent plus dans la durée sur une prise en charge d'une maladie chronique, par exemple. La seconde, c'est le champ d'action. Le champ d'action, c'est est-ce qu'on va être hyper focus sur une pathologie ou est-ce qu'on va traiter très large à la manière d'un symptom checker, soit pour diriger du flux. On peut penser à une orientation dans un service des urgences ou bien à une orientation dans un service de télémédecine, par exemple. Et une troisième manière de catégoriser les chatbots destinés aux patients, c'est où ils se positionnent dans le parcours de soins. Est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas encore des patients et on est dans une démarche de prévention, ou bien on est dans le dépistage, ou bien on est encore plus loin dans la démarche et on peut accompagner le patient dans la durée dans une démarche d'observance. Et d'autre part, donc les chatbots à destination des professionnels de santé servent aujourd'hui à optimiser l'organisation des soins. Et à ce titre, cet après-midi, vous aurez un use case présenté par la société Bot Design qui explique comment, avec le CHU de Toulouse, ils ont mis en place un outil en onco-gériatrie qui permet de faire le suivi des patients qui sont à domicile. Et notre exemple d'application, c'est l'outil tout simplement d'aide à la décision. Donc quand un médecin peut avoir par exemple des questions sur des interactions médicamenteuses, un chatbot peut l'aider à naviguer dans cette prise en charge. Alors, se poser la question de la durabilité des chatbots en santé, donc le chatbot est-il une opportunité pour une santé durable ? Effectivement, on vient de répondre au premier volet de cette question. Un chatbot durable, ce serait un chatbot qui répond au comportement et aux usages. Et puis, on a identifié également un deuxième volet qui est finalement un chatbot durable. Ce serait un chatbot tout simplement bien conçu, autrement dit conçu pour durer. Et ça fait le lien avec, comme l'expliquait Nathalie en introduction, le cœur du livre blanc que le Lab e-Santé vient d'éditer et auquel nous avons contribué, qui sont vraiment des recommandations pratiques en 5 points pour mettre en œuvre une méthodologie de conception et qui peuvent intéresser, je dirais, à la fois des curieux, vous en faites peut-être partie, des gens qui souhaitent à terme concevoir un chatbot de santé ou encore des personnes qui parmi vous auraient peut-être sauté le pas mais qui souhaiteraient en augmenter l'efficacité. Donc on va détailler cette méthodologie en 5 points, un par un, en commençant par effectivement la conception. Alors, nous recommandons d'appliquer en fait une démarche de conception de service, tout simplement, très inspirée du design thinking, parce qu'en fait, rentrer par la technologie pourrait s'avérer contre-productif. C'est-à-dire qu'on propose d'abord de bien identifier la problématique. Quelle est la problématique ? Quel est le problème à résoudre ? Et après seulement, bien identifier si effectivement la technologie conversationnelle peut être finalement le meilleur moyen d'y parvenir.
Donc je le disais, ça c'est la première étape, bien identifier la problématique à résoudre et ensuite collecter des insights, donc vraiment aller identifier quels sont les besoins non adressés ou insuffisamment adressés, faire un mapping avec les usages et essayer vraiment de définir des profils types avec des usages, souvent au cours d'ateliers interactifs. Et puis enfin, dernier point, concevoir un chatbot, c'est un processus itératif. Vous êtes vraiment dans une démarche de test and learn où on va d'abord travailler sur un périmètre défini qui sera un périmètre clé pour le chatbot et seulement une fois après avoir vraiment optimisé cette partie-là, on pourra élargir. Et cette démarche d'itération et de test and learn, elle est non seulement présente au moment de la conception, mais également tout au long de la vie du chatbot. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir plus tard sur les questions de la maintenance. Maintenant, dès qu'on sait ce qu'on va vouloir mettre dans le chatbot, à la suite de la première étape, on a souhaité introduire le point juridique qui doit être pensé très en amont. Pourquoi ? Parce qu'un chatbot, ça reste un outil de collecte de données. Et donc, qui dit collecte de données dit se poser la question très tôt, qu'est-ce qu'on veut collecter comme données ? Quelle va être leur criticité ? Et comment ensuite on va les gérer dans le temps ? Donc, les données qu'on va collecter, il faudra se poser la question de est-ce que si c'est des données personnelles, auquel cas c'est le règlement, le RGPD qui s'applique. Il va falloir se poser la question est-ce qu'on a besoin, est-ce on veut collecter des données de santé, auquel cas comment on les collecte, comment on a l'autorisation de les avoir, qu'est-ce qu'on en fait, où on les stocke, est-ce qu'on utilise un hébergement de données de santé. Ensuite, se pose des questions plus réglementaires sur finalement qu'est-ce que fait le chatbot. Est-ce que jusqu'où on va en fait dans le conseil, parce qu'on n'aura pas le droit d'aller jusqu'au diagnostic puisque ça sera le médecin qui le fait, ou jusqu'où on a le droit d'aller parce que ça sera pour l'instant pas un dispositif médical. Et finalement, si on est dans une démarche où on collecte des données autour des médicaments, il peut y avoir des informations de pharmacovigilance. Et donc là aussi, en amont, se poser la question de est-ce qu'on a envie de collecter ces données et ensuite comment on les traite. Du coup, le message à retenir derrière tout le point juridique, c'est de se dire tout doit être fait afin de respecter l'utilisateur, protéger l'utilisateur par rapport aux données qu'il sera amené à échanger avec l'outil. Et donc, ce qui est le point qui est important à considérer, c'est qu'en fonction de qui vous êtes, quel acteur vous êtes pour mettre en place cet outil, est-ce que vous êtes un industriel, un hôpital ou une association de patients, vous n'aurez pas les mêmes problématiques, les mêmes obligations envers la loi. Et donc, du coup, le chatbot ne prendra pas forcément la même forme en fonction de votre utilisation. Maintenant, lorsqu'on a fait le cadre juridique, on peut commencer à se poser la question de la technologie. Donc, ce n'est pas la première chose qu'on fait. Bien souvent, effectivement, on a envie de créer un chatbot avec de l'IA. C'est une des premières questions qui revient. Est-ce que ton chatbot a de l'IA ? Mais voilà, on va essayer de naviguer rapidement, de manière synthétique, surtout à travers la technologie, avec des messages à avoir en tête. Le premier, c'est que déjà, il faut connaître la technologie. Il faut savoir quelles sont les technologies existantes quand on se lance dans un projet de chatbot. Et le second, il faut savoir les limites de chaque technologie, parce qu'il n'y a pas de technologie parfaite. On a catégorisé les technologies en 3 familles, c'est de manière aussi très schématique, parce que bien sûr, il peut y avoir des mix et il y a beaucoup de complexité à travers tout ça. Mais donc la première famille est selon nous la famille des chatbots fermés. Qui dit chatbot fermé suit un algorithme de décision. Donc effectivement, ça suit un scénario, c'est fermé. Ça peut être contraignant, mais l'avantage, c'est que c'est sûr. La deuxième famille, c'est la famille du chatbot ouvert. Là, on va rajouter de l'intelligence. On peut mettre de l'intelligence artificielle ou du NLP. Et finalement, on va avoir une conversation plus fluide. NLP, peut-être. Natural Language Processing, compréhension de langage naturel. Du coup, ça permet d'avoir une conversation plus intuitive, plus fluide, donc effectivement parfois plus agréable. La contrepartie, c'est qu'il y a une incertitude. On introduit l'incertitude de l'intelligence artificielle, donc il faut être aussi capable de l'assumer, d'être OK avec cette position. Et la troisième famille qu'on a positionnée, c'est une famille qui a juste une brique de technologie supplémentaire, mais du coup, le chatbot se construit pas forcément pareil aussi. C'est la famille des chatbots vocaux, donc famille qui est plutôt en devenir. Et du coup,
où on ajoute une complexité aussi, parce qu'on n'a pas la médiation, donc c'est plus facile de communiquer avec l'outil. Mais là aussi, on rajoute une brique de technologie, donc une brique de risque supplémentaire. Donc, en fait, à retenir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de famille parfaite. C'est voilà, en fonction du projet qu'on veut faire, en fonction de ce qu'on est capable d'accepter ou pas comme risque, voilà, du domaine dans lequel on se situe, on va construire les briques technologiques qui sont les plus, qui nous correspondent le plus. Et pour revenir à du coup l'intelligence artificielle, parfois on me dit si ton chatbot n'a pas d'intelligence artificielle, il va pas bien comprendre, mais au moins il va être sûr, ça va être ça la contrepartie. Et on me dit c'est mieux un chatbot avec de l'intelligence artificielle. Pas forcément, parce que si l'intelligence n'est pas assez bien formée, ou si ça dépend quelle intelligence on va utiliser. Et donc du coup, voilà, il va falloir être capable d'arbitrer en fonction du projet. Point suivant, c'est comment finalement assurer la pertinence et l'efficacité du chatbot. Alors il y a 2 points, il y a à la fois agir sur la qualité délivrée, également sur la qualité perçue. Comment agir sur la qualité délivrée, c'est tout simplement, mais ce n'est pas une mince affaire, veiller à l'excellence des contenus qui soient pertinents, qui soient stables dans le temps, qui soient cohérents, et puis également qui soient élaborés par des experts reconnus dans leur domaine. La qualité perçue, ça peut être effectivement intéressant d'attribuer une distinction de qualité, telle qu'un label ou une certification, même si dans le cas des chatbots, et a fortiori effectivement s'ils rentrent dans la catégorie des chatbots ouverts, ça va certainement être un domaine un petit peu complexe parce qu'ils seront évolutifs et donc ces questions de certification sont complexes et posent d'ailleurs d'une manière générale la question de l'absence d'outils d'évaluation qui fassent consensus à date. Voilà, mais c'est là aussi un domaine très nouveau, donc complètement en devenir. Le deuxième point, c'est renforcer la confiance dans l'outil. Tout d'abord, respecter le libre arbitre des utilisateurs, c'est fondamental. Agir dans l'intérêt général, avoir des considérations éthiques et puis s'interdire des pratiques qui ne le sont pas, en termes de design notamment. Vous avez peut-être entendu parler de dark design. Donc renforcer la confiance dans l'outil, ce serait vraiment effectivement veiller à ces bonnes pratiques. Et puis, dernier point, et pas des moindres, le fait que le chatbot, lorsqu'il rentre dans un système existant de service, par exemple, ou dans un parcours de soins, eh bien, ne doit pas être conçu comme un outil hors sol. Et il doit, bien sûr, être en parfaite cohérence avec la stratégie marketing et communication de l'entité qui conçoit ou qui commandite ce chatbot. Alors, ça va être notamment les questions de contexte qui sont fondamentales et qu'on a abordées un petit peu au moment de la conception. Les questions de positionnement et puis un certain nombre de questions fondamentales auxquelles vous allez devoir faire face. Dois-je donner une personnalité à mon chatbot, un sexe, une personnalité, des attributs, un avatar, quelle apparence lui donner? Si c'est un voicebot par exemple, donc un chatbot à interface vocale, quel type de voix? Voilà, toutes ces questions sont assez épineuses et donc il peut être utile effectivement de faire appel à un expert dans ces domaines pour vous aider à faire des choix éclairés. Et finalement, donc, quand le chatbot est lancé, on ne se dit pas voilà, c'est fini. Un chatbot, il va commencer à vivre quand il est sur le terrain. Donc on va faire la différence entre la théorie, si bien qu'on a pu faire une parfaite conception. Une fois qu'il est lancé dans les mains des utilisateurs, il va y avoir une utilisation qui est tout à fait particulière, différente, et il va falloir donc du coup suivre cette utilisation. Et là, donc joue le rôle de effectivement l'élevage de chatbot. Comment on suit en fait ce qui se dit dans l'outil, comment on l'éduque, comment on construit ce que le chatbot fait aujourd'hui et ce qu'il va être capable du coup de faire demain. Et du coup, c'est une étape qui est importante, qui peut prendre de quelques mois jusqu'à 1 an ou plus en fonction du type de projet et en fonction du trafic qu'on va amener sur l'outil. Et du coup, un point qui peut... C'est pas à ce moment-là qu'il faut faire des économies, c'est-à-dire on ne va pas aller basculer toute cette phase de test et d'optimisation en Inde, parce que justement, il faut être au courant de où on veut aller, quelle est la stratégie, comment se comportent les utilisateurs. On est vraiment dans le cœur du sujet. Et donc, il faut penser à garder en fait, cette phase à l'intérieur du projet et penser qu'il va y avoir une phase effectivement évolutive. Et donc, pour terminer, l'encadrer en bas, c'est penser éthique. Donc,
tout au long, donc c'est les dernières phrases, mais finalement, dès le début et à chaque étape du projet, ce qui est important, c'est de penser éthique, avoir en tête que des chatbots qui fonctionnent bien et qui ont de l'avenir, c'est des chatbots qui sont faits de manière éthique by design. Pour conclure, on peut effectivement se poser la question de l'avenir de ces technologies dans le domaine de la santé. Alors nous sommes assez convaincus que c'est une technologie qui va se développer, et qu'on va au-devant à la fois d'un développement quantitatif et qualitatif. Quantitatif parce que effectivement nombreux vont être les domaines dans lesquels ces technologies vont s'intégrer, et puis qualitatif parce qu'on pense que c'est une intégration qui va se faire vraiment au service d'un parcours de soins et qui va servir un double objectif, d'une part l'amélioration de l'expérience patient, mais c'est également un outil qui peut venir au service d'une meilleure efficience du système de santé dans une logique médico-économique. On a souvent parlé du fait que la e-santé favorisait le passage d'une médecine curative à une médecine dite des 4 P, donc personnalisée, préventive, prédictive et participative. Finalement, je dirais qu'un scénario dans lequel un chatbot viendrait à être remboursé parce qu'il est proposé en tant qu'outil d'observance en complément d'un traitement médicamenteux, aujourd'hui n'est peut-être pas un scénario qui relève de la science-fiction. Mais néanmoins, avant d'en arriver là, il existe un certain nombre de défis à relever à court terme. Des défis qui sont des limites, mais surtout qui permettront d'encadrer au fur et à mesure qu'ils sont levés la maturité en fait, de ce secteur. Et on en a identifié 4. Le premier, donc, c'est l'acceptabilité. Est-ce que les gens veulent, ont envie, de quoi ont-ils envie de parler à un chatbot ? Donc les gens, c'est les patients, mais ça peut être aussi les professionnels de santé ou des institutionnels. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser faire à un chatbot ? Un second axe d'amélioration de la performance, ça sera autour de la technologie. Donc toutes les questions, c'est effectivement l'intelligence artificielle a des limites aujourd'hui, n'est pas capable de tout faire. Qu'est-ce qui nous permettrait de nous rassurer et qu'est-ce qui permettrait d'améliorer les performances ? Et la place des GAFAM, est-ce qu'on est aussi prêt à laisser des chatbots santé dans les mains des GAFAM ? Le troisième axe, ça serait une notion de transparence. Donc transparence dans les échanges qui sont faits avec le chatbot. Qu'est-ce que les gens disent à un chatbot ? Combien de personnes l'utilisent ? Combien de temps ils restent avec un chatbot ? C'est des choses qui sont très peu communiquées aujourd'hui. Il va falloir faire des progrès là-dessus pour qu'on ait confiance de plus en plus en ces outils. Et transparence, là on peut parler aussi d'intelligence artificielle, de la boîte noire de la décision. Finalement, si c'est un chatbot qui converse et qu'on laisse tout le choix de la décision à une IA, jusqu'où on sera OK pour aller ? Et finalement l'éthique, donc là c'est plus avec un peu plus de recul, l'éthique et surtout le digital et un chatbot et la fracture digitale. Comment on gère ça ? Est-ce que ça peut aider à réduire la fracture digitale et du coup de quelle manière ? Et éthique et converser avec un chatbot et l'isolement. Est-ce qu'un chatbot réduit l'isolement ou l'accentue ? Et du coup, les questions, ça serait plus de savoir de quelle manière un chatbot permet de réduire l'isolement et comment on gère tout ça. Et ça permet de reboucler avec ce qui s'est dit avant sur tous les chatbots dans la santé mentale, notamment, où ça soulève de grandes questions. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur comment faire un chatbot dans le domaine de la santé, je vous invite à télécharger le livre blanc, et puis on est à votre disposition si vous avez des questions. Des questions ou des expériences ?